qui arrive. Arrive. Bonjour N'hésitez Sandrine. pas à nous dire bonjour. Moi, j'aime bien savoir qui est là, qui arrive. Voilà, je vais. Cet atelier des sorties, deuxième partie, le 15e atelier des sorties, deuxième Ah, partie. déjà le 15e. Et oui. Parce que Ah, l'atelier des sorties circule. Il existe depuis plusieurs années et il circule dans plusieurs festivals, n'est-ce pas, Béatrice? voilà, donc c'est un événement qu'on a créé il y a quelques années avec Anne, qui à l'époque travaillait pour Direct, un GUE de distributeurs et l'atelier des sorties, et le SCAR, le syndicat des cinémas d'art et d'essai. L'atelier des sorties donc, est un espace d'échange, de rencontre entre professionnels, donc distributeurs et exploitants, au sujet pour échanger sur la stratégie de sortie des films à venir. Voilà, donc ils voyagent, notamment au Festival de La Rochelle tous les ans, au Festival des Arcs, au Sommet des Arcs, dans des rencontres professionnelles en Bretagne, en, à Gérardmer notamment, et dans d'autres, au Festival aussi de Lyon récemment, au Festival Lumière de Lyon. Voilà, donc nous avons des Bretons qui arrivent, Jacques, le fidèle Jacques Fretel, Christine Sébastien, aussi qui nous bonjour. a envoyé un petit bonjour. Voilà, et bienvenue à tous et Christine à toutes. Boschma-Flo, donc coprésidente du SCAR. Voilà. Eh bien, vous êtes nombreux ce matin à nous suivre ici sur ce lien Zoom, mais également en live sur Facebook. C'est la dernière étape de l'atelier des sorties. C'est même aujourd'hui le dernier jour des visioconférences du sommet 2020, puisque nous avons une dernière étape cet après-midi qui aura lieu à 15 heures avec un live distributeur. On vous a communiqué une petite surprise qui aura lieu jeudi. Alors, on va juste attendre que le Premier ministre parle jeudi soir et on vous enverra une invitation à un apéro Zoom. Et comme ça va suivre l'intervention du ministre et que vous attendez tous avec impatience pour savoir si vous allez effectivement pouvoir réouvrir vos portes et ressortir vos films, eh bien, on va l'appeler Réaction au show parce que nous, on fait des apéros au show, au festival. Vous avez cette info en exclusivité. Vous recevrez tous une invitation par email. Alors, merci Béatrice d'être à nouveau parmi nous, à Karine Ramette qui représente ici les jeunes ambassadeurs de l'ACID. Je vous rappelle que l'atelier des sorties cette année au Sommet des Arts a cette particularité qu'il vise des films qui sont susceptibles de s'adresser à un public de jeunes et jeunes adultes. Donc, il nous a trouvé extrêmement pertinent de travailler avec l'ACID qui a un dispositif de jeunes ambassadeurs que Karine va nous présenter. Merci Anne. Alors oui, juste un petit mot pour vous présenter le réseau des jeunes ambassadeurs ACID. Il a été lancé en 2018 et réunit donc des jeunes cinéphiles de 16 à 26 ans, résidant en région Île-de-France, en PACA, en Normandie et en Rhône-Alpes. Et le réseau va s'étendre en 2021 à d'autres régions. Donc les jeunes sont mobilisés autour des films soutenus par l'ACID et sont accompagnés tout au long de l'année par l'équipe et les cinéastes de l'association dans la découverte du cinéma indépendant. Et donc cette année, un des films soutenus et programmés à l'ACID Cannes, Les graines que l'on sème, faisait partie des ateliers de sortie. Donc à ce titre, le Sommet et le SCAR nous ont très gentiment proposé de convier nos jeunes ambassadeurs et de leur faire profiter de l'intégralité des ateliers. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi aujourd'hui Élise, Emma, Nils et Anthony, que je salue, qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Et puis à noter aussi parmi les participants une dizaine de jeunes qui vont également réagir à chaud aux différents exposés qui nous seront présentés. Voilà. Et puis une dernière chose aussi, une petite pensée amicale pour les frères Boukarma, puisque l'ACID avait accompagné le premier long métrage, Willy Premier, donc des deux réalisateurs. Et voilà, on pense à eux, on est très content d'avoir de leurs nouvelles. Merci Karine et merci aux jeunes ambassadeurs et ambassadrices qui vont intervenir tout à l'heure. Je tiens aussi à remercier mon assistant Étienne qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour préparer cet événement. Hein. Et Agathe. Agathe Boismorand, donc, qui travaille avec moi au SCAR et qui évidemment participe à l'élaboration de toutes les actions et de tous les événements du SCAR. Oui, merci à eux.
Je vais inviter l'équipe de KMBO à entrer pour la première partie donc, de cet atelier qui va traiter, je vous le rappelle, du film I Am Greta, que vous avez bien sûr tous vu sur la plateforme du sommet, et de Teddy, qui sortira sous l'étiquette The Jokers. Donc, bienvenue à l'équipe de KMBO. L'équipe masquée de KMBO, donc Grégoire Marchal, Léa Belle-Benoît et Louise Delachaux. Bienvenue. Merci. Alors, désolé, on a le masque parce que les distances, les gestes barrières ne sont pas respectés vu la promiscuité entre nous. Et voilà, on a le masque, mais ça ne se voit pas, mais on sourit tous. On est très contents d'être là. Si, ça se voit. Ça se voit dans les yeux. Deuxième participation de KMBO à l'atelier des sorties. Et je répète, donc, la dernière fois, c'était à Gérardmer parce que Denis Blum est là et voilà, on le salue. C'est vrai. C'est vrai. Alors, et de parler de I Am Greta qui sortira le 17 février. J'espère qu'ils sont connectés, l'ont vu. En tout cas, on a eu des messages de certains exploitants qui ont été assez dithyrambiques sur le film, donc on est très contents. Et oui, je vais leur répondre, on va leur répondre, on va faire plein de choses sur le film, c'est promis. Voilà, pour parler un peu du film et justement du thème, sur comment faire revenir les jeunes aussi. C'est vrai que on pense que I Am Greta, c'est un film qui va mobiliser une jeunesse qui est engagée, mais pas que aussi, mais aussi une jeunesse tout court. Et ce qui est intéressant dans le film, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est que en fait, le film dresse le portrait de Greta Thunberg, vraiment des premiers jours où elle a commencé sa manifestation pour le climat, et à ne plus aller à l'école, où elle a manifesté devant le Parlement suédois toute seule avec sa pancarte. Et d'ailleurs, pour répondre à certaines questions qu'on a pu avoir sur le film, le réalisateur l'a vraiment filmé dès les premiers jours. Ça n'a pas été des scènes qu'ils ont retournées par la suite pour raconter un peu l'histoire. C'est qu'il s'avère que le réalisateur des amis du réalisateur connaissaient les parents de Greta et il a été informé de sa manifestation comme ça, donc il a pris sa caméra. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que ça prenne une telle ampleur au final, mais voilà, il a vraiment filmé Greta dès les premiers jours. Et ce qui est intéressant dans le film, dans le documentaire, c'est qu'au-delà du portrait de Greta, du portrait de sa vie, du personnage de Greta, on a vraiment un portrait de la mobilisation de la jeunesse à travers le monde, et pas mal en France aussi d'ailleurs. En gros, les manifestations pour le climat, elles ont rassemblé à peu près 2 millions de personnes, 2 millions de jeunes à travers le monde, et on compte à peu près 200 000 en France. Alors ça a un peu moins bien pris en France, parce que en fait, les manifs pour le climat ont été mêlés aux manifs contre la réforme des retraites. Et c'est vrai que du coup, ça a eu moins d'impact en France que dans les autres pays. Mais malgré tout, le combat, on va dire que Greta a réussi à mettre en exergue et surtout à augmenter, à le mettre en priorité chez les jeunes dans les combats futurs. Et d'ailleurs, on a un premier sondage, puisque cette atelier de sortie est interactif. Oui. Alors, sur la manière de mobiliser le public, alors, hop. Donc, on vous demande si, en tant qu'exploitant, donc ça s'adresse aux personnes qui nous suivent et qui sont exploitants de salles de cinéma, comment faites-vous d'habitude pour mobiliser le public jeune sur un film? Et vous avez la possibilité de répondre à de cocher plusieurs réponses par une communication spécifique via les réseaux sociaux ou avec des séances scolaires ou avec des séances spéciales axées vers ce public. On vous laisse prendre le temps de répondre. Je partagerai les résultats une fois que les gens vont voter massivement. Je te laisse continuer, Grégoire. Attends, je ferme le sondage, parce que du coup, on ne peut pas y répondre. Oui, donc du coup, depuis 2018-2019, il y a pas mal de mouvements de la jeunesse pour le climat qui sont constitués en France, qui sont créés et qui ont été soumis. Alors, on a un petit problème avec ta connexion, Grégoire, parce que là, on ne vous entend pas, par exemple. Là, ça marche là. Là, ça marche.
Ouais, c'est effectivement notre ordi nous dit. Alors, pour la petite histoire, on a changé de bureau juste avant le confinement, donc on n'a pas encore Internet au bureau, donc c'est un peu mode archaïque. C'est pour ça que. C'est pour ça. Voilà. Et attends, du coup, j'ai du sondage. Oui, du coup, on a les résultats du sondage. Donc, les gens ont pu répondre. Je pense qu'il y a. En fait, les gens ont répondu plusieurs réponses, donc tout le monde fait un peu tout ça. Hein, un peu des communications spécifiques, un peu de séances scolaires, mais surtout des séances spéciales axées vers ce public. D'accord. Ben, ça tombe bien. Ce dont on rate. C'est très bien. Juste pour finir rapidement, ce que je disais, c'est que du coup, donc je reprends parce que si ça a bugué, je ne sais pas quand, il y a pas mal de mouvements de la jeunesse pour le climat qui sont constitués depuis 2-3 ans en France, qui sont soutenus soit par des associations environnementales historiques, soit même par des partis politiques comme Europe Écologie Les Verts, enfin plutôt ancré à gauche d'ailleurs. Et c'est vrai que les thématiques du réchauffement climatique, de la pollution, du respect de la biodiversité, de la justice sociale aussi, et aussi, et d'ailleurs j'attire votre attention là-dessus parce qu'on va y apporter un soin dans les thématiques de débat sur la modification de la façon de consommer. Et d'ailleurs, il y a un débat que j'aimerais bien arriver à mettre en place dans plusieurs cinémas de France, qui est notamment sur quand on parle de la modification de la façon de consommer, il y a des études qui sortent et qui indiquent que, par exemple, regarder un film sur Netflix est beaucoup plus énergivore et beaucoup plus polluant que d'aller regarder un film au cinéma. Et à partir de là, c'est intéressant d'avoir ce type de débat-là sur notre mode de fonctionnement et notre mode de consommation. Ce qu'on pense des fois être vertueux ne l'est pas tant que ça, en fait. Et je prends cet exemple-là exprès de Netflix et du cinéma parce que c'est un sujet qui nous touche tous. Et j'aimerais bien arriver à monter pas mal de débats sur ce sujet-là parce que j'aimerais bien arriver à ce qu'on sensibilise aussi la population sur des choses qui ne nous paraissent pas, finalement, c'est comme ne pas vider sa boîte mail et très énergivore. Ce genre d'actions qui nous paraissent écolo parce qu'effectivement, on n'envoie plus de courrier, on envoie un mail. En fait, non, ça n'est pas tant que ça. Et, en tout cas, c'est une bonne idée d'utiliser ça comme nouveau slogan pour attirer les jeunes concernés par l'environnement au cinéma. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde jure par Netflix en disant que c'est la nouvelle, que les cinémas sont has-been et que Netflix c'est l'avenir. En fait, pas tant que ça au final. On se rend compte que pas forcément. Donc voilà, je dis ça parce que je sais que ce sujet vous touche à cœur très particulièrement, donc j'insiste dessus, mais c'est le genre de débat que j'aimerais bien qu'on arrive à faire. Ensuite, nous allons aussi mobiliser des influenceurs qui sont tournés vers l'écologie. Et pardon, regardez mes messages, je suis désolé. Bref, et du coup, ce qu'on avait fait notamment sur Coursama à l'époque, on avait bossé avec Hugo Travers de Hugo Décrypte, qui est un youtubeur très connu et qui avait réussi à nous amener beaucoup de jeunes dans les salles de cinéma pour justement un débat sur Coursama. Voilà. Après, il y en a d'autres qu'on peut contacter, comme Nicolas Mérieux, la famille Zéro Déchet, etc., etc. Et enfin, on parlera aussi des réseaux sociaux et du travail qu'on fait sur les réseaux sociaux. Parce qu'on on arrive à adapter nos films annonces sur des formats carrés, par exemple, pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. On va aussi, on en avait parlé hier quand on préparait l'atelier, tout ce qui est aussi TikTok, etc. Et voilà. Et bien sûr, il y aura évidemment des séances scolaires. Voilà, ce qu'on sait très bien faire chez KMDO, vu tous les films. Alors, tu as encore ton son qui bug. La parole à Léa. Ouais, parce qu'on a déjà quelques remarques. Donc, il y a Sylvain, bonjour Sylvain Pichon, qui dit qui soulève que le film est une prod du Lu et qui est disponible en ligne sur Lu. Mais je rappelle aussi qu'il y a des territoires, des droits qui sont territorialisés. Oui, c'est pas en France. Pas en France. Voilà. Donc, en France, ce n'est pas disponible. Voilà. Mais c'est une production effectivement Lu. Et même à la base, pour ne rien vous cacher, le film devait passer directement sur France Télévisions, sur France 2.
Voilà, on a réussi à convaincre les producteurs de ne pas accepter une diffusion France 2 et de passer d'abord par la salle. Voilà. Et c'était facile de les convaincre, ils ont trouvé ça cohérent? Non? Non. Et pourquoi? Parce que pour eux, déjà, ils pensent à l'argent. Et on essaie de leur faire comprendre qu'effectivement, une sortie salle, c'était plus long, mais qu'au final, ça allait être même peut-être, financièrement parlant, ça allait être plus intéressant qu'une simple... Voilà. Il y avait un débat, ça coupe Un peu. ah mince. Il y avait aussi... que du coup, il y avait quand même un sujet sur le film et que c'était pour arriver à sensibiliser les gens. C'était un travail de fond à faire et qui était plus intéressant de le faire avec la salle qu'avec une simple diff télé. Je n'étais pas sûr en plus qu'il passe en prime, ça aurait été plutôt une deuxième partie de soirée. Donc voilà. Et puis après, mais le problème, c'est que c'est. Encore une fois, ils veulent toucher les jeunes et on parlait de Netflix, mais ça les intéressait aussi de faire une grande Netflix. Voilà, mais dans les pays, il y a eu en fait, ils étaient prêts à faire de l'événementiel, presque se contenter de l'événementiel pour avoir après une diff en télé ou en SVOD derrière, soit de Netflix ou autre. Mais voilà, on les a convaincus que la France, notamment, est un pays où justement la salle est un lieu important de débat et voilà. Et on peut faire beaucoup de séances spéciales. Et on peut faire beaucoup de séances spéciales dont on va nous parler là. Je vais vous parler des partenariats hors média qu'on va mettre en place pour avoir justement des associations qui viennent dans vos salles. Parce qu'on va évidemment solliciter nos partenaires habituels sur ce genre de sortie, donc plus les médias, Télérama, France Info, Arte, Libération, tout ça. Mais aussi donc des partenariats hors médias et notamment Youth for Climate, qui est la branche française de Fridays for Future, puisque comme Grégoire le disait, ça n'a pas forcément super bien pris en France les vendredis de grève. Ils ont organisé les marches pour le climat. Et ils sont composés principalement de 15-17 ans, mais aussi d'étudiants du supérieur. Voilà, il y a 26 antennes locales. Je ne vais pas vous les énumérer, mais ce n'est pas que dans des grandes villes, donc ça peut être intéressant. Ces jeunes sont très motivés, ils sont habitués à prendre la parole en public. Donc ça peut être très intéressant de les faire intervenir. Ils sont actifs au niveau local et donc ils pourront facilement, je pense, mobiliser non seulement les membres du mouvement, mais aussi les élèves ou les étudiants qui ont tendance à fréquenter dans leur établissement. Donc on va lancer de l'affichage via eux en fait et de la communication via leurs réseaux sociaux puisqu'ils sont très suivis. Plus de 18 000 followers sur Facebook et 20 000 sur Instagram. Et on aura la possibilité avec eux également d'organiser des séances scolaires via leurs référents dans les lycées et les collèges. Et le second, c'est On est prêt, qui est un mouvement de jeunes engagés pour le climat depuis 2018 et qui veut sensibiliser le plus large public possible, donc il ne s'adresse pas uniquement aux jeunes. Ils mènent des campagnes sur les réseaux sociaux très actifs. Ils sont suivis à plus de 222 000 personnes sur Facebook. Notamment grâce au soutien de 400 personnalités, ils font une action par jour liée à la Convention citoyenne pour le climat. Là, j'ai les villes sur lesquelles ils peuvent intervenir, mais c'est peut-être pas trop le moment de les citer. Mais évidemment, comme on fait d'habitude, on ne s'intéresse pas qu'aux grandes villes. Donc, si vous êtes dans une ville moyenne ou une petite ville, on fera aussi en sorte de trouver quelqu'un pour intervenir dans votre salle. Ils sont en mesure de diffuser une vidéo proposant une action concrète en début ou en fin de séance. Si jamais il n'y a pas possibilité de recevoir l'intervenant, on pourra vous proposer une capsule. Voilà. Je pense que j'ai assez fait le tour, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, si vous avez des demandes ou si vous voulez remettre des choses en place, il faut toujours nous demander. On fera toujours en sorte d'avoir quelque chose à vous proposer partout. Il y avait un petit sondage, du coup. Deuxième sondage, voilà. Voilà. Alors, je vais... Le deuxième sondage, c'est donc, seriez-vous intéressé pour organiser un débat ou mettre en place un partenariat local autour du film? Oui, j'en fais régulièrement, j'ai déjà des pistes ou des contacts. Oui, mais j'aurais besoin de votre aide pour nous mettre en contact. Je ne suis pas sûre que cela fonctionne dans ma salle. C'est vrai qu'on est sur une thématique qui mobilise beaucoup de gens à tous les niveaux et notamment au niveau local. Donc, il y a forcément des structures qui existent près de votre salle qui peuvent s'emparer de ce film et organiser une séance. Et évidemment, les distributeurs, eux, font ce travail de fond
de bases de données, d'intervenants possibles, de relais de communication, ils peuvent forcément vous aider à organiser ce genre de séance. C'est vraiment le début de ce qu'on met en place. Évidemment, après, on mobilisera plein de gens. Tout ça, c'était pour vous donner des exemples. Oui, parce qu'on a pas mal d'associations encore avec qui on est en discussion pour les partenariats. C'est vrai que le confinement a un peu ralenti les choses. Et déjà, le travail avec les associations, c'est toujours un peu long. Mais là, avec le confinement, c'était pire encore. Donc, c'est vrai qu'on devrait avoir, sans trop de soucis, beaucoup plus d'associations partenaires du film. Est-ce que vous mettrez la liste disponible à l'attention des exploitants sur votre site ou un autre Oui, de toute façon, on communique aussi dessus. Hein. Nous, ça nous sert, ça marche dans les deux sens. C'est vrai que la communication est importante, est également importante aussi. Quoi, ce que je veux dire, c'est que nous, le fait de communiquer qu'on a ces associations-là qui sont partenaires, parce qu'on parle de Greenpeace, on parle de la LPO, on parle de Médecins sans frontières, voilà, il y en a beaucoup en fait. Et c'est vrai que c'est important ça nous sert aussi, nous, à communiquer le fait qu'ils soient partenaires. Et sinon, notre manière de procéder, c'est aussi vraiment de demander aux salles. Et d'ailleurs, le résultat du sondage va exactement dans ce sens. Il y a la majorité des salles qui ont dit qu'elles auraient besoin d'aide pour trouver un intervenant ou une association. Ce qu'on fait, c'est vraiment, nous, on établit d'abord toute une liste de personnes qui sont prêtes à intervenir, d'antennes locales et au niveau national, régional, enfin, à plein de niveaux différents, tout un réseau, même des intervenants très spécialisés. Ça peut être un sociologue, un économiste, quelqu'un spécialisé, un apiculteur comme sur Honeyland, qui sont vraiment très locaux. Et ensuite, dès qu'une salle nous fait la demande et qu'elle nous dit qu'elle aimerait recevoir quelqu'un, on la met en relation avec un intervenant qui est prêt à se déplacer dans sa salle. Et pour la plupart du temps, c'est gratuit. Les intervenants qu'on démarche pour la plupart acceptent de se déplacer sans aucune rémunération. C'est important pour nous de ne pas imposer un coût important aux salles qui déjà ont envie de faire un événement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On avait déjà présenté d'ailleurs dans le premier atelier des sorties à Gérardmer. Il y avait d'ailleurs Jérôme, merci encore de ton intervention. Et donc, c'est vraiment notre cœur, notre manière de fonctionner sur ces films-là. On en fait beaucoup des documentaires, on en fait de plus en plus. Ça a commencé avec Le Temps des forêts. On avait mobilisé énormément de gens. Pendant 12 semaines, il a vécu une vie incroyable sans perdre un seul instant des entrées. Et ça a continué avec Pour Sama et Honeyland plus récemment. Vraiment, on a organisé des centaines et des centaines de séances débat dans toute la France. Et pour accompagner ça, on fait des outils spécifiques. On fait d'abord une carte interactive qui répertorie toutes les séances spéciales pour que le public puisse trouver très facilement une séance près de chez eux. Ensuite, on a fait également, c'est plus récent, c'est un podcast qui est MBO dans lequel autour d'une sortie, on fait intervenir différents intervenants qui peuvent être des professionnels du cinéma. Ça peut être des exploitants, on laisse la parole aux exploitants, mais également des spécialistes autour du sujet. Par exemple, sur Honeyland, ça a été un apiculteur qui parlait plus techniquement du film. Et on va le faire également pour accompagner I Am Greta, évidemment, parce que ça s'y prête énormément. Et on voulait vous montrer à quoi ça ressemblait. Voilà. On a une petite bande-annonce du podcast qui détaille un peu ce qu'est le podcast. Le podcast qui est un média qui a connu un grand boom là pendant le confinement en termes d'utilisation. Et c'est des podcasts qu'on vous invite on vous invite aussi à partager sur vos réseaux sociaux, sur vos pages de cinéma. Le cinéma. Et votre ticket. Bonne fin de journée, bon film. On le partage, on s'y réfugie seul. On a choisi son film, sa salle, on y entre, on s'assoit. On n'oublie pas le chocolat. Parfois, on envie le cornet du popcorn de son voisin, là, juste derrière. On oublie tout. Le temps s'arrête. On se détend, prêt à découvrir de nouveaux paysages, d'images, de nouveaux récits. On est venu pour vivre une expérience unique, une expérience filmique. Ce qui se passe dans une salle de cinéma est puissant. Et puis sur l'écran, juste avant le film, des images, des logos, des petites musiques. Parfois, le lion rugit. Parfois, un enfant pêche les étoiles assis sur un croissant de lune. Celui du producteur, sans doute, et les autres.
On situe assez bien le rôle du producteur d'un film. Le rôle de la salle est évident. Ils sont fondamentaux. Pourtant, entre les deux maillons de cette chaîne, il reste un maillon méconnu du grand public, celui du distributeur. Sur l'écran noir, 4 lettres, KMBO. 4 couleurs acidulées comme des bonbons, KMBO. KMBO, c'est un distributeur de cinéma indépendant. Le distributeur, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui aime les auteurs, qui les défend. C'est une équipe qui s'engage pour faire découvrir des talents, des visions, des cinéphiles dont la volonté première est de renouveler le regard, l'ouvrir sur le monde. Comme dans l'édition, un distributeur construit son propre catalogue, ses collections. En choisissant les films qu'il défend, le distributeur assume un regard, celui qu'il porte sur nos sociétés. Avec ce podcast, les yeux fermés, les oreilles ouvertes, nous passons de l'autre côté de l'écran, derrière la toile. Ce podcast accompagnera chaque film à sa sortie. Il raconte sa genèse, analyse ses images, ses influences, son regard, son sujet. Pour offrir à vos oreilles les secrets de la création d'un film de documentaire ou de fiction, de l'écriture du scénario au tournage, en passant par sa distribution et sa découverte en salle. Vous y entendrez des auteurs, scénaristes, réalisateurs, personnages et comédiens vous raconter le cinéma. Le cinéma d'un réel, celui d'un imaginaire, toujours celui d'un désir et d'un engagement. Des sons pour découvrir les réalités hors cadre, les voix de ceux qu'on ne voit pas, de ces métiers discrets, parmi lesquels celui de distributeur. Dans ce podcast, KMBO vous murmure aux oreilles ses secrets, ses choix d'acquisition. Il vous donne à entendre celles et ceux qui animent son catalogue. Le podcast de KMBO est à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Apple, Spotify, YouTube et sur le site de KMBO. Écoutez dès à présent le premier épisode. Bonne. C'était un peu long, mais du coup, comme la fin était bien. N'hésitez pas à commenter dans l'outil Converser ou à poser des questions dans l'outil Q&R, que ce soit sur ce qu'on vient de vous présenter ou sur le film, puisque a priori, la majorité d'entre vous a pu le découvrir. Voilà, et donc oui, ces podcasts, je dis juste qu'on en a déjà fait un sur Niland et tout. On a aussi la partie Little KMBO, on avait fait Chien pourri, La vie à Paris, et bien sûr on en fera un sur Mme Greta, évidemment avec des intervenants. Ça mélange un peu tout. Il y a le côté effectivement cinéma, mais aussi le côté des sujets des films et des documentaires et de société. Donc on aura des intervenants de la marche pour le climat et d'autres encore. Le principe, c'est aussi de s'adresser aux jeunes qui écoutent énormément de podcasts et vraiment de trouver un autre moyen de communication que les moyens traditionnels, on va dire. Et par ailleurs, évidemment, on fait tout le matériel pour toucher les jeunes par les réseaux sociaux, c'est-à-dire comme Grégoire le disait, les FA, format carré, les déclinaisons, etc., Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Et ce qu'on fait également pour accompagner les séances spéciales, c'est de créer les événements Facebook pour les salles. C'est-à-dire, on crée l'événement Facebook, vous n'avez même pas à le faire, et on vous met en co-organisateur, et ensuite on sponsorise les événements. Donc vraiment pour vous, ça peut être un moyen de toucher ce public-là via les réseaux sociaux, même si vous n'avez pas vraiment l'habitude de travailler sur Facebook. Voilà. Par ailleurs, pour accompagner toutes ces séances-là, ce qu'on fait également, c'est d'informer toutes les assos, les structures locales et également les universités. On a fait beaucoup sur Pour sa main, on a mobilisé un énorme public étudiant, c'était très impressionnant. Et ceci grâce à on envoie à chaque fois un visuel de séance spéciale, la création d'un événement Facebook en co-organisation également, et un envoi physique de l'affiche, du dépliant du dépliant 4 pages qu'on fait à chaque fois pour accompagner la sortie. Il y a quelques petites remarques qui vous félicitent. Oui, ce que j'allais dire. Vas-y, Béatrice, alors. Non, Sylvain Pichon, bravo, c'est top. Barbara Gerville qui demande, qui dit que l'idée du podcast est vraiment géniale et qui s'occupe de la création dans l'équipe KMBO. Est-ce que vous faites ça en interne ou avec une agence ? Non, en fait, on passe. Oui, alors on a
une ancienne d'ailleurs de KBO, Nolwenn, qui était programmatrice avant que j'arrive, qui a travaillé sur notre pain quotidien. Il y a quelques années de cela, environ 13 ans, 14 ans. Et en fait, elle a monté sa structure pour la création de podcasts. Donc, on bosse avec elle depuis le début et on travaille vraiment ensemble. C'est-à-dire que c'est elle qui, on voit avec elle, on dit on, c'est vrai que c'est plutôt Inès chez nous et Doris qui voit avec elle un peu les intervenants qu'on peut avoir pour avoir un peu créé une sorte de fil conducteur du podcast, pour voir ce que nous, on a envie d'aborder aussi, ce qui nous paraît important, intéressant, en ayant toujours, encore une fois, un mix d'arriver à parler, de donner envie aux gens de voir le film, pour ceux qui écoutent le podcast avant d'aller voir le film, mais aussi pour ceux qui sont allés voir le film en salle, déjà, sont à la recherche d'une information complémentaire et qui, du coup, vont en apprendre plus sur comment fonctionne aussi l'industrie du cinéma, sur la côté distribution, exploitation du film, mais aussi également sur le sujet du film en lui-même et d'avoir des intervenants spécialistes qui vont pouvoir approfondir les sujets. Mais voilà, donc c'est un travail d'équipe entre finalement nous, les intervenants qu'on arrive à trouver pour les séances débat chez vous, ou les associations qu'on démarche, et aussi donc, moi je serais très content que des exploitants participent au podcast. Oui, tout à fait, c'est une super idée. Ouais. On a d'ailleurs une personne qui dit on a beaucoup utilisé celui de Chien Pourri qui a été très apprécié. Voilà, Jérôme à nouveau, encore Jérôme, je confirme que c'est une super idée, bravo Christine, super idée, bravo. Donc moi aussi, quand vous m'en avez parlé, je trouvais ça super, les podcasts. On en a fait 3 pour l'instant, on va en faire sur M. Greta, on va en faire sur l'éternité de Roy Anderson, on va en faire sur les leçons persanes aussi, parce qu'on a pas mal d'historiens qui interviennent, on va en faire sûrement sur playlist aussi. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on veut régulier. Qu'on veut aussi développer, qui va aussi s'améliorer avec le temps, parce que c'est vrai qu'on pour l'instant on teste différentes choses, mais en tout cas voilà, nous on est très contents d'avoir ça. Donc on va pas se mentir, hein, c'est aussi ça fait partie des frais en plus qu'on peut avoir sur la sortie d'un film et qui pour nous paraissent essentiels dans la manière de se renouveler et d'arriver justement aussi à attraper des publics et à communiquer différemment et essayer de s'adapter un peu avec les évolutions de la société. Je crois qu'on va accélérer un petit peu parce qu'on doit faire intervenir les jeunes ambassadeurs aussi. Vous aviez une affiche à nous montrer, je crois. En attendant, je précise aussi que les podcasts, pour les gens qui n'en utilisent pas pour l'instant, ils sont disponibles partout. Vous pouvez les trouver sur l'Apple Store, vous pouvez les trouver sur Spotify, sur Deezer. Il suffit de les chercher partout. Vous pouvez écouter de la musique dans vos différentes applis. Ça se trouve très facilement, les podcasts. Et surtout, ça se partage très facilement. On peut l'intégrer sur un site internet comme on peut le partager sur un réseau social. Donc, allez regarder. Voilà l'affiche alors. Voilà, l'affiche de M. Greta. Qui vient juste d'être finalisée. Voilà. N'hésitez pas les uns et les autres à la commenter dans les outils de conversation de cette affiche. Vous l'avez déterminée facilement, elle a été conçue. En fait, oui, autant sur tous nos films, généralement, les affiches, on les refait nous, ce sont des créations. Autant là, le portrait de Greta est tellement fort et le regard qu'elle a est tellement puissant qu'on a adapté l'affiche inter, enfin l'affiche du coup suédoise, qui en mettant une tagline, mais aussi en Jean-Marc, une remarque. Oui, Jean-Marc Delacruz qui trouve qu'elle a une belle natte. Mais voilà, et en tout cas, pour nous, finalement cette affiche a été assez simple. Contrairement à d'autres films. En tout cas, ça nous a paru évident. Après, on a retravaillé un peu les couleurs et tout, mais voilà. Donc, non, c'est vrai que sur l'affiche, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que je la trouve, moi, très efficace. Oui, elle est assez impactante. Hein, ça, y a pas... C'est clair. On va peut-être accueillir maintenant Élise et Emma, qui sont les jeunes ambassadrices de l'ACID. Je vous rappelle que le principe des jeunes
ambassadeurs lors de l'atelier des sorties, c'est qu'on fait appel du coup à ce fameux public cible et on leur demande, on va leur demander, Étienne, je vais te demander de les faire entrer avec Karine Ramet qui encadre ce dispositif de jeunes ambassadeurs. Bonjour Karine, bonjour. Et on va leur demander donc ce qu'elles ont pensé du film puisqu'elles l'ont vu. Et aussi ce qu'elles ont pensé de la manière dont vous vous positionnez et comment elles auraient pu être touchées par quel moyen de communication et comment elles peuvent aussi relayer. Donc je leur laisse la parole. Bienvenue, Élise et Emma. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc vous avez vu le film. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je te laisse commencer, Emma, si tu Ouais, veux. du coup, j'ai vu le film hier et je l'ai trouvé assez impactant. Je trouve que c'est un film qui, je pense, peut avoir vraiment de l'importance parce qu'en fait, finalement, Greta Thunberg, c'est une figure majeure de l'histoire, en tout cas du combat pour le climat. Et finalement, avec tout, notamment en France, comme vous le disiez tout à l'heure, avec tous les combats qu'il y a pu avoir, etc., c'est une figure qu'on a presque, qui est un peu passée, qu'on a un peu oubliée. Et donc, du coup, le documentaire peut être hyper intéressant pour ça. Aussi mieux comprendre la personne qu'elle est, sachant qu'elle a été beaucoup discréditée par les politiques, par les politiciens notamment. Et je trouvais que le film était vraiment très intéressant pour ça, pour montrer que finalement, c'est une jeune fille, mais malgré son âge et malgré son syndrome d'Asperger, elle a des choses à dire et elle est importante pour notre génération. Voilà. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Emma. Et après, moi, le documentaire, je l'ai trouvé, disons, de facture classique dans le sens où, sur le plan esthétique, il ne révolutionne pas l'approche documentaire, mais c'est une figure qui est effectivement tellement importante. Mais ce qui est juste extrêmement original, je trouve, dans l'approche, c'est les différentes couches de récits qui s'imbriquent dans le grand récit, quoi. Parce que Greta Thunberg, on la connaît tous en tant que figure militante, mais ce qu'on oublie trop souvent et ce que les hommes politiques oublient trop souvent quand ils la critiquent, c'est aussi que c'est une adolescente avec sa part de fragilité. Elle sort tout juste de l'enfance même dans le film. Donc ça, je trouve ça extrêmement bien vu d'arriver à la fois garder ce fil rouge de son combat militant et en même temps tous les problèmes qu'elle peut traverser du fait de son âge, quoi, en dehors même de son combat politique. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, très fort. Et je pense qu'au-delà même du message politique et militant que le film renvoie, il peut toucher des jeunes, des adolescents aussi. Parce que voilà, effectivement, c'est presque un journal intime. Je sais pas, je vois une personne qui commente, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est une radiographie aussi de la jeunesse contemporaine et de les différentes problématiques qu'elle traverse. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant aussi pour ça. En tout cas, les ambassadrices prouvent qu'elles sauront parler du film à leur père. Bravo. Et alors, parmi tous les éléments que Cambéo a déployés ou déploie sur la communication du film, quels sont ceux qui vous paraissent intéressants, que vous pourrez utiliser, qui vous touchent plus particulièrement? Personnellement, je pense que le dispositif du podcast, c'est vraiment très, très intéressant parce que finalement, on n'a pas beaucoup de podcasts autour du cinéma, en tout cas pas encore. Et notamment, comme vous le disiez dans la bande-annonce, en fait, le côté axé sur la distribution, c'est vraiment hyper intéressant de comprendre aussi comment on distribue un film. Et aujourd'hui, il me semble que le podcast, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, en tout cas sur notre génération. Moi, je sais que j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup de podcasts et je pense que justement, développer ça et pas seulement parler du film, mais aussi parler de la façon dont on peut distribuer le film et en parler pour la génération, c'est vraiment un super dispositif. Ouais, je pense que c'est vraiment chouette. Et je parle aussi au nom des autres qui sont partis. Ah.
son. Mais oui, non, mais de toute façon, c'est vrai que le podcast, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer, de faire en sorte que, oui, que ça prenne de l'importance parce que c'est un bien aussi. Les gens ne connaissent pas forcément nos métiers et au-delà de ça, voilà, c'est bien de raconter un peu des fois à l'envers du décor. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Emma sur l'idée du podcast. Et puis, en plus, ça inscrit, comment dire, le travail sur un temps long où on implique vraiment le jeune public dans le processus à la fois de diffusion des films. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus impactant qu'un simple post sur les réseaux sociaux parce qu'on sait très bien que de toute façon, voilà, on va faire défiler et puis on n'est pas certain de le garder en mémoire. Donc, je pense que ouais, une forme pérenne, disons, ce serait beaucoup plus efficace. Et ouais, je pense que le podcast marche bien. Bon, bah, très bien. Bon, unanimité sur le podcast. On a des quelqu'un est intéressé, alors rien à voir, mais quelqu'un est intéressé pour avoir l'étude sur Netflix, moins écolo que la salle de cinéma. Hein. C'est la preuve, pour le coup, dans la vous cacher, c'est des articles que j'ai lus et pas en elle-même. C'est des articles, mais ouais. Donc il suffit de taper sur la barre Google Netflix plus polluant que la salle de cinéma et on trouve. À ce propos, d'ailleurs, c'est Olivier Goutenoir, hein, je salue, qui pose la question. On va préparer, dans le cadre de Futura Cinéma, que j'ai déjà évoqué, hein, qui est le programme sur la reconquête des publics et notamment sur la reconquête des jeunes adultes au cinéma et dans le cadre du cinéma indépendant, qu'on lance dès le mois de janvier. On vous donnera évidemment plus de détails un peu plus tard. Il va y avoir un module sur la question de l'écologie et du développement durable, et notamment de l'écologie et du développement durable dans et par les salles de cinéma. Et je pense que ce genre de réflexion sur Netflix et les salles et qui consomment plus d'énergie ou quoi sera forcément posée. Je sais qu'il y a une étude en cours au CLC sur la question. Voilà. Est-ce que le film peut vraiment être l'occasion de mettre en valeur les actions que vous faites déjà dans votre salle en faveur de l'environnement ou vraiment de parler de développement durable dans la salle de cinéma ou de mettre en place un atelier, enfin, on parlait hier à Anne. Oui. Oui, ça peut être fait tout à fait dans ce cadre-là aussi. Il y a Jean-Marc de la Creuse. Alors, je vous rappelle que quand vous envoyez des messages, vous pouvez sélectionner de les envoyer juste aux conférenciers, c'est-à-dire à nous, ou aussi à tous les participants, de manière à ce que tout le monde puisse voir vos remarques. Jean-Marc qui dit « C'est aussi un portrait très sensible sur une ado fragile et puissante à la fois. Le film est presque un journal intime touchant. » Voilà, effectivement. C'est ce qui m'a touchée dans le film, et c'est pour ça aussi qu'on l'a retenu ici au sommet. Et puis, il y avait une petite remarque sur « il n'y a pas de filles, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'ambassadeurs hommes ». Alors, je vous rappelle que nous, au sommet, je vais faire une étude en sortant, mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus de femmes représentées ici au sommet que d'hommes, et plus d'ailleurs que dans beaucoup de visioconférences qu'on peut voir pendant les 2 confinements, de manière générale, dans le secteur du cinéma. Donc moi, je m'auto-félicite de donner la place aux femmes sur cet écran depuis 1 mois. Et il y aura des jeunes ambassadeurs. Alors, on n'applique peut-être pas une parité stricte. En tout cas, effectivement, on fait… Alors, en plus, je vais vous dire un truc, on ne fait même pas attention. C'est juste qu'en fait, pour nous, c'est tout à fait naturel. On ne se pose même pas la question. Et on a effectivement beaucoup de femmes qui prennent la parole dans le cadre du sommet depuis toujours. Voilà. Merci. Merci à vous. À l'instant, que je suis le seul homme dans l'écran, j'avais même C'est pas… ça. Voilà. La dernière fois aussi, la dernière fois d'ailleurs que tu es intervenue, c'était pareil. Faire une photo là. Je suis content d'être dans le 10-90 du coup. Exactement. Très bien. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Emma et Élise, sur ce film? Le sondage. Eh ben non, mais on va… Ah oui, on a… Juste, il y a pas mal de… Si, je vais ajouter une dernière chose. Donc, le film sort le 17 février. Vous avez tout au long de l'année des journées avec des thématiques qui peuvent mettre aussi en valeur, qui peuvent être mis en valeur, pardon, avec la diffusion du documentaire. On a la journée de la justice sociale le 20 février, la journée mondiale de la vie sauvage le 3 mars, la journée internationale sans viande le 20 mars, etc. etc. Donc, je dis ça parce que ça peut être aussi sur des programmations à long terme qui
peuvent se faire voilà, avec le temps, et même plusieurs fois, pour des publics différents à chaque fois. Voilà. Et puis de toute façon, voilà, j'espère que le film vous a plu. Nous, c'est vrai que c'est des films qu'on aime bosser globalement parce que il y a un sujet, il y a du fond, ça fait aussi partie du métier de distributeur des fois et du coup d'exploitant, je pense, de montrer ce genre de film et d'arriver à faire du débat sur des films. Pour moi, on a pu faire sur Pour-Sama, je dis ça parce que c'est un des derniers qu'on a fait qui a vraiment très bien marché aussi. Pour moi, c'était une évidence de le sortir. Je ne savais même pas si le film allait marcher, si on allait faire de l'argent avec ou pas, mais c'était pour moi une évidence qu'il y avait un propos à défendre et je pense que Yann Greta fait partie de ce film-là aussi. Et j'espère que vous nous soutiendrez aussi, qu'on pourra travailler ensemble, main dans la main. Pour répondre à la question sur le cinéma de l'horloge, le film alors, est déjà sorti dans des... Il faut que tu dises la question parce que, en fait, comme elle est envoyée qu'aux conférenciers, les autres personnes ne la voient pas. Ouais. Le film est déjà sorti dans d'autres pays. Alors avec les confinements, c'est des fois décalé ou pas. Beaucoup de pays font de l'événementiel et uniquement de l'événementiel sur le film parce que ce sont des petits pays. Mais en Suède, il est sorti de manière normale. Il va sortir en Angleterre aussi de manière normale, avec aussi un accompagnement qui est important. Et ce qu'a fait la Suède, et d'ailleurs, je pense que nous, on le mettra aussi en place, c'est que sur chaque événement local, à mobiliser la presse locale et tout ça. Donc, quitte à faire d'ailleurs des productions de presse avant dans vos salles. Et d'arriver à associer sur un thème précis pour mobiliser et réussir à avoir aussi un impact local un peu plus fort et une présence un peu plus forte. Voilà. Et généralement, ça a été couronné de succès pour chaque projection. Il y avait du monde. Effectivement, il nous reste un petit sondage qu'on avait préparé, qu'on n'a pas publié. Est-ce que vous voulez qu'on le passe? D'accord. D'accord. Ok. Bon, eh bien, très bien. Je pense qu'on arrive au bout de cette première partie de l'atelier. S'il y a encore une ou deux questions, c'est le moment. Sinon, eh bien, je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Je souhaite beaucoup de succès au film. Je pense qu'il y a vraiment, effectivement, de très belles choses à faire avec un public. Le film, j'espère que la plupart des gens ici l'ont vu, et si ce n'est pas le cas, il est encore disponible sur la plateforme du Sommet. Effectivement, c'est un portrait, au-delà de cette thématique assez forte, c'est un portrait extrêmement touchant. Voilà. Ouais. C'est pas un reportage, je maintiens parce qu'on a parlé de Netflix, on a parlé de Hulu, on a parlé de ça reste un film de cinéma. Ouais. Et puis on voit qu'effectivement, si on veut voyager en bateau pour aller aux États-Unis, maintenant, si on snob l'avion, c'est quand même pas évident, il faut s'accrocher, mais c'est pas impossible. Hein. On peut le faire. La scène de traversée de l'Atlantique, cette séquence est extraordinaire. Voilà. Si on veut promouvoir le film dans une association étudiante, où peut-on contacter l'équipe? L'équipe de KMBO, oui. Vous contactez Léa ou Louise. Vous avez toutes les infos sur le site, non? KMBO. Oui, nos adresses mail. KMBOfilm.com. Sinon, vous écrivez à léa@kmbofilm.com ou louise@kmbofilm.com. Si elles ne vous répondent pas, grégoire@kmbofilm.com. Je transférerai. Non, mais voilà. Et sinon, alors Greta ne viendra pas. Enfin, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà. Elle ne donne pas d'interview pour le film. Elle en a donné. Elle se consacre à ses études. On nous a dit l'agence du film. Et voilà. Peut-être qu'on arrivera à décrocher une interview ou pas, mais en tout cas, elle ne viendra pas faire une tournée dans les salles. Voilà. Mais, voilà. Ok. Bon, eh ben, merci. Merci Grégoire, merci Léa, merci Louise, merci à nos deux ambassadrices de choc. Merci Elise, merci Emma, merci Karine. On te retrouve Karine tout à l'heure avec deux nouveaux ambassadeurs, et je vais demander du coup à Étienne de faire passer nos panélistes ici en coulisses. Merci KMBO. Et nous allons ensuite accueillir l'équipe de Joker, c'était Bookmakers pour la sortie de
de Teddy. Teddy qui a déjà fait l'objet d'un atelier des sorties il y a quelque temps à Lyon, C'est Béatrice. ça, lors du Festival Lumière, accueilli par le cinéma Comédia à Lyon. Et on est très heureux de voir comment, en un mois, voilà, vous avez progressé sur le marketing pour ceux et celles qui étaient à Lyon. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, s'il y a beaucoup de Lyonnais là qui nous suivent. Mais voilà, et alors en plus, bon, on n'avait pas les mêmes intervenants. Là, on découvre une autre partie de l'équipe de The Jokers Bookmaker. Donc, bienvenue à Noémie Nivoire, Cyprien Pénaguin donc à la programmation et à Vincent Courtade au marketing. Alors, vous allez voilà, pouvoir nous expliquer un petit peu justement comment, enfin, voilà, quel est le pourquoi The Jokers et certains voilà, appartiennent à The Jokers et d'autres bookmakers. Quelle est la différence? Oui, c'est toujours un peu compliqué. Si on mêle les pinceaux finalement. Mais non, mais en fait, Noémie, tu peux expliquer, je pense. Oui, alors est-ce que tu veux commencer par faire ton PowerPoint pour qu'on visualise mieux un peu les différences? Est-ce qu'on vous a préparé un joli PowerPoint? Il est là. Et voilà. Hop, est-ce que vous voyez bien? Très bien. Je rappelle que par rapport à l'intervention de Lyon, on vous a demandé aujourd'hui de vous concentrer beaucoup aussi sur cette cible jeune. Hein. Donc, c'est un atelier qui est différent de celui qui est à Lyon. Donc, si vous l'avez vu à Lyon, vous pouvez le revoir, vous apprendrez des nouvelles choses. Voilà. Et oui, mais parce que surtout que au marketing, on continue à travailler le film et à trouver de nouveaux moyens et de nouvelles idées semaine après semaine. Donc, on risque de vous apprendre des nouvelles choses aujourd'hui. Voilà. Alors. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, bookmakers, jokers, personne ne comprend vraiment. Donc les bookmakers, c'est une entité de programmation. On programme les films pour différents distributeurs, donc il y a les jokers, l'Arabia qui est en fait les films patrimoine des jokers et Capricci. Et chez les bookmakers, on est 3. Donc, il y a le responsable de la programmation qui est Michael Muller, Cyprien Pénaguin qui est là avec nous aujourd'hui, qui s'occupe du Nord, de la GRP et de Bordeaux. Et moi-même, je m'occupe de la périph, de Lyon, de Marseille et de l'Est. Voilà. Et les jokers, Vincent, je te laisse présenter. C'est ça. Le mois précédent à Lyon, vous aviez vu Kern, qui est le directeur marketing des jokers. Donc, moi, je suis chef de projet. Sur toutes les sorties salles des jokers. Alors, ce qui est assez intéressant aussi chez nous par rapport à d'autres distributeurs, c'est qu'on n'a pas genre des chefs de projet qui suivent, chacun se partage les films. Non, on gère notre line-up comme un line-up, quoi, vraiment comme une continuité logique, film après film. On essaie de trouver une certaine cohérence. Et si vous connaissez nos films, vous verrez pourquoi, et notamment si vous avez vu la boucle du Congrès des exploitants, on est dans un segment, en ce moment en tout cas, par hasard, on est dans un segment assez particulier qui sont les films de genre. Et c'est un hasard sans être un hasard, puisque voilà, ça reste un peu nos goûts, mais les films de genre sont pour nous des moyens c'est des portes d'entrée dans des univers très différents. Alors pour ceux qui ont vu La Nuée, c'est un drame agricole. Pour ceux qui ont vu, c'est un thriller agricole. Pour Teddy, c'est quasiment une comédie sociale. Ogre, qu'on sortira l'année prochaine avec Anna Girardot, c'est une sorte de Jusqu'à la garde avec un monstre. Donc c'est très varié. Et donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de Teddy. Dont la date de sortie est fixée au 10 mars. 10 mars. Alors, comme vous nous avez vu précédemment, on était censé sortir au 13 janvier. On a dû placer La Nuée à la place de Teddy. Donc, du coup, La Nuée sortira dorénavant le 13 janvier parce qu'on souhaitait… Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, d'ailleurs, Anne, c'est intéressant parce qu'on s'était… la dernière fois qu'on avait parlé de Teddy avec toute l'équipe qui était venue introduire le film, on vous avait dit qu'on allait être présent à la réouverture. C'était un souhait très fort par rapport à La Nuée. On voulait
être là, sauf qu'après on a vu l'énorme bordel qui était cette rouverture, tous les distribs qui se jettent sur des dates, etc. Et en fait on s'est dit qu'on voulait mieux travailler la nuée, qu'on ne souhaitait pas le jeter en pâture, donc du coup on a dû prendre la décision de le décaler au 13 janvier, et donc à la place, sauf que le 13 janvier il avait déjà été dit, qu'on a décalé à une super date qui est le 10 mars, qui était, mais Noémie vous en parlera tout à l'heure, la date de Vivarium l'année dernière, sur à peu près la même cible. Donc c'est un choix réfléchi aussi, Teddy, au 10 mars. Donc voilà, et puis ça va nous permettre aussi, et Cyprien vous en parlera après, de bien mieux travailler une vraie tournée province, de faire un vrai travail de fond dont Teddy aura beaucoup besoin et qu'on va vous détailler tout le long de ces petites 3 quarts d'heure ensemble. Donc voilà, pour Teddy, ceux qui connaissent et ceux qui ont sorti et programmé le film à l'époque, c'est les co-réalisateurs, parce qu'ils étaient 4, de Willy Ier, qui est un super film que je vous encourage à rattraper et qui a d'ailleurs eu un peu une seconde vie récemment sur Netflix. Il y a beaucoup de jeunes qui nous en reparlent en fait de Willy Ier, qui n'avaient peut-être pas forcément vu à l'époque et qui commencent à regagner ses galons en ce moment. Donc c'est distribué par UFO. Exactement, distribué par UFO, oui, qu'on salue, et qui avait fait un super boulot à l'époque. Et d'ailleurs, Willy Ier qui était à l'ACID, et merci pour la petite dédicace tout à l'heure. Et donc, Anthony, c'est notre grande star du film, c'est Anthony Bajon, qui est un acteur mais époustouflant. Enfin, vous l'avez vu dans La Prière. Bon, dans Au nom de la terre, il avait un rôle un peu plus petit, mais dans La Prière, il dégommait tout. Dans Teddy, vous allez voir, il crève l'écran. Donc voilà, Christine Gauthier qui est une nouvelle venue, une nouvelle actrice, très talentueuse également, et puis Noémie Lovski, qu'on ne présente plus, qui nous permet d'avoir un casting assez solide et assez reconnaissable par tout le monde finalement, cible âgée comme moins âgée. Donc ouais, mais du coup ça a l'air cool, mais pourquoi faut aller le voir? C'est d'abord un film c'est aussi un film de loup-garou, c'est un film à concept finalement, c'est un monstre assez connu depuis longtemps, qui a été assez populaire. Hop là, il est super. Génial, j'ai plein de notifications, pardon. Qui est redevenu assez populaire finalement aujourd'hui, parce qu'il y a un jeu de rôle qui est très connu, qui s'appelle Les Loups-garous de Tiercelieu. Alors peut-être que certains y ont déjà joué, alors avec leurs enfants ou pas. Donc c'est un monstre, voilà, qui a beaucoup existé au cinéma, chez Joe Dante, etc. Mais en même temps qui aujourd'hui est très actuel et très contemporain finalement, parce que tout le monde y joue au jeu du loup-garou. Et donc nous on compte s'appuyer là-dessus comme une jolie béquille pour vendre le film aux jeunes, parce qu'ils connaissent tous ce jeu. Vous demandez aux enfants, vous demandez à tout le monde, voilà. Donc et c'est un film hyper important pour nous, parce qu'on a à cœur chez Jokers de faire, de développer, produire et sortir des films qui ne se passent pas uniquement qu'à Paris, qui ne ciblent pas que les Parisiens, qui ne sont pas faits par des Parisiens pour des Parisiens. Et ça, c'est une donnée hyper importante pour nous, parce qu'on a vraiment envie de montrer la France d'aujourd'hui, quoi. C'est une autre France qu'on ne voit pas forcément au cinéma, et pour lesquelles des spectateurs ne se reconnaissent pas forcément. Donc ça a été tourné en région Occitanie, c'est vraiment un film de loup-garou dans les Pyrénées, et c'est un peu un cadre inhabituel pour le genre, c'est assez lumineux et décalé, et je laisse Cyprien prendre le relais, parce que c'est vrai que cet ancrage, vous allez voir que c'est pas pour rien et que ça raconte quelque chose. Oui, c'est vrai que ce film, en plus de ça, on le voit un peu comme le miroir d'une génération. Premièrement, avec son personnage principal, donc joué par Anthony Bajon, qui est un personnage donc jeune, un peu en marge de la société, qui a du mal à trouver sa place parmi les autres personnes de son âge, qui vit aussi dans un cadre un peu décalé par rapport au reste des personnes qui vivent dans ce petit village du Sud. Mais c'est des personnages qui sont aussi vus avec bienveillance, qui sont pas du tout manichéens, qui ont leur part de bonté, qui ont aussi leurs petits secrets, etc. Et donc je
je pense que c'est un film où beaucoup de personnes, beaucoup de spectateurs peuvent se reconnaître, en tout cas dans les personnages, dans le cadre de vie, dans le cadre dans lequel ils évoluent. Et puis aussi dernièrement, je pense que effectivement pour reparler du jeune public et pour attirer ce jeune public, je pense qu'il faut donc des jeunes acteurs, des jeunes auteurs qui peuvent s'adresser à eux directement. Et c'est pour ça que c'est un film de jeunes talents, donc aussi bien devant la caméra avec donc Anthony Bajon, Christine Gauthier, et derrière la caméra donc avec une équipe assez jeune, les frères Boukerma, même les producteurs, etc., sont tous assez jeunes. Oui. Donc pour nous, c'est très important aussi de promouvoir ces nouveaux auteurs qui peuvent parler à effectivement des jeunes spectateurs et les faire revenir en salle aussi peut-être au cinéma. Il faut savoir que les frères Boukerma ont 28 ans. Ouais. Bon, c'est déjà leur deuxième film, leur premier en solo, qui comptent pas s'arrêter là. Ils sont déjà en prépa de leur film suivant. Et donc, c'est des gens qui ont beaucoup de talent et qui savent parler aux jeunes, quoi. Ouais, voilà, donc donner une dimension peut-être plus accessible effectivement pour les jeunes spectateurs. Donc voilà, c'est un film frais, décalé, avec beaucoup d'humour et comme on le dit à la fin, dont on a peut-être tous besoin en cette fin d'année un peu compliquée. Voilà. C'est ça. Donc vas-y Vincent, si tu veux. Ouais. Alors là-dessus, je crois que Noémie, tu voulais en parler. Oui, ça c'est vrai que le positionnement de nos films, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment beaucoup chez les bookmakers et on y fait attention. Et on travaille particulièrement ces films où on a d'un côté une cible plutôt jeune et d'un côté on travaille aussi ce public 35-60 ans qui représente un peu la majorité qui va se déplacer dans les salles indépendantes et arrêts essais. C'est quelque chose qui peut sembler un peu faire un grand écart qu'on ne peut pas réunir et en fait on y arrive très bien. C'est ce qu'on avait fait par exemple avec Vivarium. Alors on a été coupé avec le premier confinement, mais on avait pu sortir dans plein de salles en province et à Paris et on avait vu que ça avait fonctionné, qu'on avait fait des bonnes entrées et que ça marchait. On l'avait fait aussi, alors forcément c'était différent, mais sur Parasite où on avait réussi à récupérer tous ces jeunes qui étaient venus voir une Palme d'Or, ce qui n'est pas toujours le cas pour une Palme d'Or. Et là, sur Teddy, c'est exactement la même chose qu'on veut faire. Donc, on a cette cible jeune qui est du coup habituée des films de genre, qui a l'habitude de se déplacer et qui viennent en groupe. On veut aussi cibler forcément les jeunes cinéphiles qui ont vu Willy Ier. Donc, comme tu disais, Vincent, ceux qui ont vu le film en salle et ceux qui ont rattrapé le film sur Netflix et qui se sont parlé et ils se sont dit « Va voir Willy Ier, c'est super bien, c'est sur Netflix ». Et enfin, les amateurs de films frais et décalés. Et ça, je pense que Vincent, tu vas plus développer ça, mais on va essayer de les capter avec des campagnes de marketing assez ciblées pour les jeunes. Tu en parleras après. Voilà. Et Cyprien, je te laisse continuer sur la cible un peu plus âgée. Oui, donc pour la deuxième partie du public qu'on vise, donc les 35-60 ans, pareil, on distingue aussi plusieurs typologies de spectateurs. D'une part, ceux habitués aux films de la sélection cannoise, donc parce que effectivement Teddy a été sélectionné à la dernière édition de Cannes, et également à la critique presse, donc très assidue, la lecture de la presse spécialisée, parce qu'on aura effectivement beaucoup de campagnes presse avec des beaux articles sur le film, très spécialisés, etc. Et donc on a d'une partie cette frange des spectateurs, de l'autre aussi les spectateurs friands de films français, qui sont habitués à aller voir les films français de tout genre. Et troisièmement, un public habitué aussi aux salles indépendantes qui ont confiance dans la programmation de ces salles. Et pour ça, je voudrais parler par exemple de l'expérience que j'avais eue au festival de Auch. Donc j'étais présent dans la salle à ce moment-là et c'est vrai qu'effectivement dans le public, il y avait beaucoup de cette partie des spectateurs, donc entre 35 et 60 ans, qui n'avaient pas du tout l'habitude de voir ce genre de films, les films de genre, voire un peu gore, un peu inquiétant, etc. Et qui, au final, se sont retrouvés très étonnés d'avoir vu ce film-là simplement parce qu'ils ont fait confiance en la programmation de la salle et du festival et qui en sont ressortis vraiment souriants et très, très contents d'avoir pu voir quelque chose de nouveau et qui souhaitent même le recommander autour d'eux
Voilà, donc on pense que c'est un film qui peut toucher une cible très éclectique, aussi bien les jeunes que les seniors. Oui, il y avait notamment une dame, je crois que c'est ça, Cyprien, qui avait de 77 ans, qui avait dit, qui avait pris le micro en plein milieu et qui avait dit, bah, j'avais jamais vu de film de genre, vraiment, jamais, et j'ai adoré. Et c'est exactement ça qu'on va chercher. Alors, faut savoir aussi, n'ayez crainte, le film a de toutes petites parties gore, hein, c'est vraiment minime. Pour ceux qui l'ont vu, ils voient de quoi je parle. Ce qui est intéressant, c'est que le film prend par la main avant d'arriver à ces parties-là. En fait, ce n'est pas gratuit. En fait, c'est pas du genre pour du genre, hein. On en revient à cette notion tout à l'heure qui est hyper importante pour nous, qu'on ne fait pas du genre pour faire du genre. Et les réalisateurs aussi, en fait, ils ont été biberonnés au genre parce que depuis tout petit, on leur a raconté les histoires de Stephen King et compagnie. Donc ça les intéresse, mais c'est pas leur cible première. Ils sont pas là pour faire du spectacle. Ils sont là pour raconter une histoire. Et ça, c'est hyper important pour nous. Et c'est ça qui fait que on a ce positionnement. Alors, ça rentre en plein dans le débat de ce sommet sur faire rentrer les jeunes en salle, faire revenir les jeunes en salle. Alors, c'est pour ça que j'ai mis une petite stat en bas fournie par Michael Muller, notre directeur de la distribution qui mène des cours à ce sujet à la Sorbonne, que je vous invite à contacter. Mais c'est vrai que le public, dans les films français, je parle uniquement pour les films français, 18,7% du public a moins de 25 ans et 61,3% du public est senior. Donc, en fait, quand on dit que Teddy est fait par les jeunes et pour les jeunes, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire revenir les jeunes en salle, mais c'est pas si facile que ça. Et ce serait suicidaire pour nous, les distributeurs, pour vous, les exploitants, que nous jouions uniquement la carte des jeunes. Parce que, comme le dit cette stat, c'est 18% des spectateurs. On ne peut pas mettre 100% de notre budget marketing sur cette cible-là et 100% de notre positionnement là-dessus. Donc, c'est alors, comment vous allez faire alors? Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un bon cas, ce film là-dessus, parce qu'on va aller chercher le public des jeunes cinéphile pour le ramener en salle, mais sans se priver du soutien inconditionnel de ce public âgé qui aime les films français et qui aime les films à réessayer. Donc, c'est pour ça que le soutien en fait, de l'AFCAE, du SCAR, du GRAC, c'est hyper important pour nous, parce que oui, on a besoin d'avoir un terreau d'entrée aussi et un terreau de spectateurs qui soit de plus de 35 ans. Donc, alors qu'allons-nous faire? Très bonne question. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. On va commencer par une petite mise en bouche avec donc l'affiche teaser qui est sortie en septembre, pile après le passage à Deauville, qui envoie déjà le thème du film de loup-garou, mais en même temps avec un petit super loto qui montre bien que c'est un film ancré localement. Donc on a lâché 2 teasers. Alors pour ceux qui ne les ont pas vus, je vais vous les montrer maintenant. Et ils sont là. Hop. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Je vous jure, hier, il y avait des poils. T'avais fumé un peu quand même hier? Non. Non? Non. T'es sûr? On a pris des champis avec ma copine, on en prend souvent. M'étonne pas que tu aies eu des poils sur la langue et que tu les as rasés. Si tu te mets à hurler à la lune ou à te transformer en loup-garou, tu pourras revenir me voir. C'est drôle, ça. Mais non, je plaisante. On est médecin, mais on a de l'humour quand même. 12-8. Donc ça, c'est le tout premier teaser. Le deuxième, je vais vous expliquer pourquoi on en a fait 2. Un loup, c'est comme un renard, ça va tout te tuer, juste pour manger 4 merdes. C'est le loup. Faites une battue, et si vous savez pas la faire, nous on s'en occupe pas. Oh, je vous parle là. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi, con? Tu vas te prendre un outrage. C'est bon, je reste derrière le scotch. Ça sert à quoi d'en mettre sinon? C'est le loup ou pas? Eh gros! Elle est pas là, Rebecca. Oui, elle est là, je l'ai vue par la fenêtre de sa chambre.
Elle révise son bac. Ouais, mais je vais l'aider à réviser. T'es dit? Donc voilà, ces deux teasers qu'on a sortis au moment de Deauville et qui nous ont permis d'activer déjà cette cible assez friande du film de genre, histoire déjà de présenter le personnage. C'était important pour nous de montrer la couleur hyper humoristique du film. Ces deux teasers qui marchent très bien quand on les passe en salle et qu'on compte justement vous donner pour que voilà, il y a un vrai effet de foule et de salle là-dessus. Et donc qui présente ce jeune qui est comme tous les jeunes en fait, qui a sa petite vie, qui a sa copine, qui prend des champis, voilà, et puis il y a toute la couleur locale avec ses gendarmes, avec toute cette galerie de personnages. En fait, Teddy a un vrai univers. Et c'est toute cette galerie de personnages qu'on voulait montrer. Donc bon, là vous avez quelques extraits de tweets qui sont sortis à l'époque et pour lesquels on est super content parce que ça a tout à fait marché. Donc voilà. Et là, je crois qu'on va. Oui, pardon. Non, on nous dit deux teasers extrêmement vendeurs et qui ne trahissent pas le film. Vraiment top les teasers, belle énergie. Et je confirme aussi qu'on avait une vingtaine d'étudiants à Lyon au Comédien lors du premier atelier des sorties sur Teddy et que les deux teasers ont aussi hyper bien fonctionné auprès de ce public. C'est ça qui était très important pour nous et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous dire dès le départ pourquoi on cible vraiment deux cibles qui finalement sont si loin, si proches. Mais on va tout au long de la campagne aller les chercher progressivement les unes après les autres. Alors les jeunes sont des gens ultra sollicités et ultra renseignés. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de lâcher deux teasers très tôt en septembre pour commencer à travailler ça. Oui, du coup, on avait rapidement parlé. Donc, le film était dans la sélection officielle de Cannes de 2020. J'ai mentionné aussi le festival d'Auch de cette année, du coup, durant lequel le film était présenté. Et donc, dans la salle, il y avait vraiment un réel engouement, en tout cas, autour du film de la part de tous les spectateurs, les plus jeunes ou plus seniors, en tout cas. Il y avait aussi le film qui avait été présenté à la soirée d'ouverture de Fifi Grotte, donc au Gros Bifort. Et pareil, il y a un vrai engouement de la part d'un public un peu différent que celui d'Auch aussi, plus jeune. Donc, oui, d'ailleurs, je voulais rajouter qu'au Fifi Grotte, à l'époque, avec UFO, justement, l'équipe avait eu l'amphore d'or avec Willy Ier. Oui. Oui, exact. Donc ils ont pu faire une très très belle soirée avec ce film au lancement et beaucoup de retours positifs à ce moment-là. Et oui, je ne sais pas si Noémie, tu veux dire d'autres choses sur les autres festivals. Moi, je voulais encore une fois remercier les Arcs pour pouvoir présenter ce film et reparler un petit peu de hors-piste parce que c'est les avant-premières que les salles peuvent nous demander via hors-piste et ils peuvent encore nous contacter actuellement pour en faire. Donc là, on a déjà plusieurs salles qui vont le faire et c'est des avant-premières entre décembre et janvier. Donc vous pouvez encore nous contacter, il n'y a pas de problème, en espérant que les salles ouvrent en décembre. Je rappelle juste sur la petite procédure, en fait, on a réouvert les inscriptions des salles, donc pour l'instant, il y a quasiment 90 établissements qui participent à l'opération hors-piste, qui vous demandent de programmer minimum 3 films, un film français, un film européen et un film jeune public dans une sélection qu'on vous propose. Vous avez toutes les informations sur le site du festival et vous pouvez inscrire votre établissement et faire vos choix de films avant là, le 10 décembre pour des séances en avant-première que vous pouvez programmer jusqu'au 31 janvier. Voilà. C'est bon, j'ai fini. Je pense qu'on peut passer à
à la slide suivante. Hein. Non, mais c'est vrai que par rapport à ces festivals, les Boukarma étaient juste ce que je voulais rajouter un peu côté équipe. Les Boukarma étaient hyper ravis, forcément, de cette sélection cannoise. Elle est complètement dingue. C'est vrai qu'à Deauville, en fait, qui était la première finalement présentation, ça a beaucoup réagi dans la salle et on voulait vraiment ce côté un peu ovni qui vienne un peu taper dans les genoux, un peu comme ça. Là, ça arrive d'un coup et ça a été l'accueil a été super à la fois dans les gros festivals que dans les petits. Donc voilà. Alors ensuite, en termes de presse, on a, alors je ne sais pas si pour certains vous avez peut-être déjà vu dans Les Inrocks il y a 3 semaines, un super dossier sur le cinéma de genre. Et c'est pour ça que, alors qui parle à la fois de Teddy, mais aussi de La Nuée et de Ogre. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant parce qu'on a quand même 3 films de genre dans le line-up dans les mois prochains qui participent à ce renouveau de ce genre dans le cinéma français. Donc on a une très belle mise en avant chez Les Inrocks. Il y aura un très beau dossier chez Télérama aussi. Pour l'instant, dans les partenaires confirmés, on a Sens Critique, Combini et Brain qui ont adoré le film et qui vont nous soutenir là-dessus. Donc là, je vous parle de 3 partenaires sur la cible très jeune. On en aura d'autres pour lesquels on est encore en discussion, notamment justement sur cette cible un peu plus âgée dont je vous parlais tout à l'heure. C'est juste que je ne peux pas vous en parler aujourd'hui parce que voilà, on n'a pas envie de leur forcer la main. Mais ne vous inquiétez pas, même si c'est très positionné jeune avec Sens Critique, Combini et Brain, il y aura d'autres actions qui seront faites parce qu'on est super content. La presse réagit super bien au film et Télérama aime beaucoup le film d'ailleurs. Donc voilà. C'est vrai qu'on se disait que tout l'enjeu de ce film, c'est comment faire venir un public senior sur ce film-là. On arrive vraiment à inverser les choses. Et oui, si tu détailles un petit peu ce que vous pouvez faire avec des gens comme Sens Critique ou Combini d'une manière générale, c'est des médias qui parlent pas mal à un public moins de 30 ans. Hein. Ouais, notamment dans le langage utilisé. Après, ça c'est côté Combini, on va pas se le cacher. Je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent Combini ou le consultent tous les jours. C'est quand même, on est vraiment dans le cœur de cible et puis c'est massif, quoi. C'est assez énorme. Et puis surtout, ils aiment beaucoup le film et ils le soutiennent et donc on a vraiment envie de faire un joli travail éditorialisé avec eux, sachant qu'on les avait déjà en partenaire sur La Nuée et qu'ils avaient fait une super interview de Manuel Chiche, notre grand patron, qui explique son point de vue sur le cinéma français d'aujourd'hui. Donc en fait, on a vraiment un travail de partenariat à long cours sur ce line-up en fait de film en film où on a une volonté de faire bouger un peu les lignes et donc on a des gens qui nous suivent et ça c'est super parce que faire bouger les lignes tout seul on ne peut pas y arriver et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de votre soutien à vous les exploitants parce que si vous aussi vous avez envie de faire bouger les lignes ça peut être cool de le faire ensemble. Donc voilà, et puis pour Sens Critique là pour le coup on est en cœur de cible plus qui sont des habitués du cinéma qui vont vraiment souvent au cinéma avec des cartes illimitées peut-être avec qui soutiennent ce genre de film. Donc voilà. Et Brain, en fait, ils font tous les 2 mois des super bingos, des lotos à Paris. Donc, on va s'associer à eux pour faire des choses assez chouettes, assez sympas. Donc voilà pour les pages People. Après, en termes de marketing, tout ça est encore à confirmer parce que voilà, on est encore en discussion aussi avec les commerciaux, mais globalement, on devrait faire une jolie petite campagne Colonne Maurice avec peut-être des madrapeaux. Donc là, c'est à Paris, notre budget ne nous permet pas forcément de dépasser Paris. C'est aussi toute la question de ces films-là qui parlent de la province, mais pour lesquels c'est très difficile d'émerger en province. Donc c'est pour ça qu'on y viendra après, mais on va plutôt activer le digital pour aller toucher de manière très précise.
Donc voilà, on aura peut-être aussi d'une campagne de F1 en salle. Alors c'est pour ça aussi, on est très content de ces 2 teasers qui marchent plutôt bien en doublon et qu'on aimerait bien proposer en salle, un peu finalement comme les grosses comédies françaises font de manière assez générale, avec 2 vannes et puis tu passes à une pub de café et puis tu reviens avec ta comédie et ta 2 vannes. C'est un peu ce qu'on aimerait refaire avec Teddy, quoi. Et avoir peut-être une campagne de pub télé, sachant que sur Sons of Philadelphia qu'on sort le 30 décembre, ça va être notre première campagne télé qu'on va faire chez RMC et BFM TV. Donc RMC Sport en plein Boxing Day pour le foot et tout. Donc en gros, on est très friand de tester plein de choses. Donc la pub télé est, même si c'est pas forcément accessible, etc. On a envie d'essayer et peut-être que sur Teddy, on arrivera à quelque chose de convaincant. On est en discussion. Donc voilà. Et puis, le 2.0, le digital, ce qui va nous intéresser aujourd'hui par rapport à cette cible jeune. Alors, on s'est associé à Webedia sur tout ce qui est community management, créa, parce qu'ils ont une vraie connaissance de ce secteur-là, y compris en sponsorisation, parce que Webedia, vous les connaissez peut-être pas, mais en fait, alors c'est les propriétaires d'Allociné, mais qui gèrent aussi énormément d'influenceurs sur YouTube. Beaucoup de youtubeurs, beaucoup d'influenceurs un peu partout. Tout ce qui est Squeezie, Cyprien, tout ça, c'est chez eux. Donc, ils ont une vraie connaissance de ce public jeune qu'on aimerait cibler. Ils ont une data Allociné qui est très forte. Donc, en gros, avec toute cette campagne-là, on va essayer d'aller chercher. Alors, on est plutôt fan. Alors, nous, c'est vrai que quand on est dans nos bureaux, on connaît le film par cœur, donc on se lance les vannes du film à tout va. Et en fait, il y a un vrai potentiel, pour ceux qui ont vu le film, il y a un vrai potentiel de vannes et de phrases un peu cultes, en fait. Que ce soit le personnage du médecin, les personnages des flics, même le personnage de Teddy, il y a des choses assez fortes. Donc, on a envie un peu d'extraire ces phrases-là, de les habiller, de les mettre un peu partout et que le public, une fois qu'il aura vu et aimé le film, il a envie de s'approprier ce film et de se lancer ces vannes-là. Donc, on trouve qu'il y a un vrai potentiel, sans être grandiloquent, mais un vrai potentiel un peu culte dans ce film et qu'on souhaite vraiment mettre en avant. Alors après, il y a plein de formats sur lesquels on est en train de réfléchir. On va également faire notre première pub, nos premières sponsors chez TikTok. Donc, vous entendez beaucoup parler de TikTok depuis ces derniers mois. Nous aussi, on a envie d'y aller et ça va être le premier film sur lequel on va travailler là-dessus, qui est un peu une nouvelle... c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a énormément de jeunes qui sont dessus. On va essayer d'en maîtriser les codes, on va essayer de lancer des challenges, de faire le loup-garou, des choses comme ça. Il y a plein de choses à imaginer là-dessus. On va également faire une très grosse publicité sur Allociné, du coup, là pour le coup, on est vraiment dans du cœur de cible. Donc là, ça nous assure 35 millions d'impressions, 1 million de vues sur la bande-annonce. Côté Webedia, sur les réseaux sociaux, on aura 3 millions d'impressions aussi. On va peut-être faire de la publicité en programmatique. Alors tout ça, c'est du théorique. On n'est pas allé... mais c'est ce qu'on vise. Plus d'1 million d'impressions aussi. Et, juste en quelques mots, tu peux expliquer ce qu'est la publicité programmatique ? C'est de la publicité qui est présente sur beaucoup de sites internet. On part d'une agence qui va par exemple, il aura plusieurs cibles, plusieurs sites auront plusieurs cibles, et en fait, il met dans une sorte de pipeline la publicité, et ça se diffuse en fait sur tous ces sites-là en fait. Donc voilà. Et également, mais ça on est en discussion aussi, des collaborations avec des influenceurs, parce que voilà, on est en plein dans le cœur de cible également. Donc voilà, donc pour tout ça, que ce soit l'affichage un peu plus traditionnel, l'achat d'espace en salle, que ce soit le marketing digital, ça coûte énormément. Ça, c'est la question que j'allais te poser, si tu peux nous donner des budgets, des échelles, un ordre d'idée.
Oui, c'est ça. En fait, en tout, on va investir quand même plus de 250 000 euros un peu partout sur toutes ces choses dont je vous ai parlé. C'est notamment, voilà, que ce soit les colonnes Maurice, c'est quelque chose qui est un peu cher et qui nous prend quand même une grosse partie de notre budget. Mais en fait, on n'a pas trop le choix parce que on a envie déjà que le film soit événementiel, donc il faut aussi des moyens de publicité qui soient à cette échelle-là, et on les trouve chez nos partenaires, mais il faut aussi et ça rentre dans cette problématique de est-ce qu'on va aller taper les jeunes, est-ce qu'on va aller taper les personnes plus âgées. C'est là où pour réussir à taper partout, il faut investir beaucoup, et notamment pour aller chercher les jeunes en digital. C'est quelque chose qui coûte très très cher parce que les jeunes, et je le dis parce que j'en suis moi maintenant, hein, pour vous donner mon âge, j'ai 24 ans, les jeunes sont sursollicités. On est sursollicité en permanence, partout, tout le temps, sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordis, aux télés, partout dans la rue. On voit beaucoup de choses, beaucoup de publicités nous ciblent, on voit énormément de choses. Donc du coup, pour émerger au milieu, il faut investir beaucoup. C'est pour ça que la cible jeune a toujours été très dure à aller chercher, parce qu'elle a besoin on a besoin de lui répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup. La même chose, les mêmes arguments, etc. Donc, pour qu'ensuite, ils puissent se dire et aller entre potes en mode « Ah tiens, j'ai vu ce film, ça a l'air sympa, on y va en bande ». Ce qui est quand même assez majoritairement le cas aujourd'hui. Hormis les cinéphiles. Les cinéphiles, ils peuvent y aller tout seuls, les étudiants en cinéma, etc. C'est autre chose. Nous, on aimerait bien éclater un peu ce plafond de verre, sortir des habitués et des étudiants en cinéma, tout ça, pour aller chercher un peu plus large et devenir une séance assez prisée. Voilà. Mais sans se couper des étudiants en cinéma. Voilà, c'est ça, c'est là toute la difficulté. D'ailleurs, on a des jeunes ambassadeurs qui sont là et qui attendent de pouvoir intervenir sur le film. Peut-être on vous laisse rapidement finir cette présentation. Ouais, mais on y est presque. Beaucoup de slides pour leur donner la parole. Ouais, parce qu'en plus, il se fait tard. Alors oui, on y est presque. On est presque à la fin là. Ouais, donc la tournée des popotes pour nous, c'est notre tournée Provence. Là, je laisse Cyprien et Noémie en parler. Oui, c'était surtout pour dire qu'effectivement, on est bien sûr ouvert à une tournée province. On va en faire une, en tout cas, c'est sûr, dans toute la France. Donc, surtout ne pas hésiter à nous contacter, moi et Noémie, à ce sujet-là, si vous êtes intéressé effectivement de faire venir l'équipe, de participer à cette tournée. Bien sûr, sous réserve des disponibilités de chacun, de l'évolution des conditions sanitaires aussi, évidemment. Et voilà, on pense que c'est un film, c'est important qu'il soit accompagné, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est un film de jeunes talents aussi. Donc si on veut pouvoir faire venir les jeunes en salle, c'est peut-être aussi important de pouvoir faire des rencontres physiques, de pouvoir voir qu'effectivement, il y a aussi des gens de leur âge qui font du cinéma et que ça leur est accessible, qu'ils peuvent avoir des discussions avec des gens de leur âge et voilà, de rendre le cinéma un peu moins obscur avec ce genre de rencontres pour le jeune public en tout cas. Donc voilà, ne pas hésiter à nous contacter, il y a toutes nos coordonnées sur le site des bookmakers. Donc voilà, allez-y. Pour appuyer cette tournée-là, on a noué un partenariat avec Secret Première, alors que vous connaissez peut-être ou pas forcément, qui ont une base de données de 2500 associations étudiantes et lycéennes. Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'en échange de visibilité et que toutes ces associations-là suivent et soutiennent le film, on doit leur fournir 15 à 20 places pour une avant-première à proximité. Alors, ça ne concernera peut-être pas toutes les avant-premières, mais ça nous permet à la fois de ramener justement ces jeunes en salle, de vous ramener un public qui n'aura peut-être pas forcément
qui ne vient peut-être pas forcément chez vous et qui pourra y revenir, qui verra votre programmation. Donc, c'est à la fois quelque chose d'important pour vous et pour nous. Et c'est aussi un levier pour ramener les jeunes en salle. Voilà. Secret Première, on a évoqué, c'est Laurent Buffard. Hein, oui, tout à fait. On en a parlé quand on a fait le laboratoire des initiatives sur le cas d'étude sur les Misérables. Voilà, Xavier Irigoyen vous a parlé des actions qu'ils ont mis en place et ils ont effectivement travaillé avec Laurent Buffard. Sur Secret Première et ce réseau-là. Voilà. Tout à fait. Et c'est hyper, je trouve ça hyper intéressant, ce travail-là. Et quand il est bien mené, c'est vrai que ça peut mener à de très belles choses. Donc voilà. Vous pourrez aussi faire des soirées bingo si vous le souhaitez. Donc, on est en train de réfléchir à des moyens, soit vous mettre à disposition, soit à faire vous-même pour événementialiser. Alors, soit voilà, c'est très tôt, hein, je ne peux rien vous promettre. On est en train de voir si on pourra faire des goodies à vous envoyer ou des choses comme ça autour avec des cartons Teddy. Ou alors vous-même, vous pouvez également organiser une soirée bingo dans votre salle. Voilà, il y a plein de choses en fait. Il y a un univers très riche dans ce film et il y a plein de choses à construire ensemble autour de ça. Des petites séances de jeux sur le loup-garou et villageois, même s'il n'y a pas ce fameux jeu de cartes sur le film. Vous pouvez l'organiser, mais on le fera pas nous. On n'aura pas le droit. Donc voilà, mais oui, également, là aussi vous pouvez organiser, vous pouvez faire plein de choses localement autour de ce film, exactement comme le dit Anne, soit des jeux du loup-garou, vous pouvez faire des soirées thématisées, vous pouvez faire soirée bingo, il y a plein de choses à imaginer ensemble là-dessus. C'est un film très riche. Et donc, on arrive à la dernière slide qui est la programmation, et je laisse Noémie et Cyprien là-dessus. Oui, alors du coup, c'est juste un petit slide pour refaire un petit point sur la programmation. Donc, on va sortir le film entre 150 et 200 copies. On ne veut pas faire une sortie trop grosse. Nous, ce qu'on aime bien faire sur ce genre de film, c'est sortir sur un nombre de copies raisonnable en sortie nationale et laisser le bouche à oreille se faire, laisser les gens en discuter et élargir semaine après semaine. C'est ce qu'on avait prévu de faire sur Vivarium. Ça n'a pas pu être le cas, mais c'est bon. Ce qu'on avait fait sur Parasite avec un truc assez énorme, mais c'est l'idée qu'on veut faire aussi avec Teddy. Et puis, on veut sortir sur un équilibre, avec un équilibre cohérent entre les salles indépendantes et les circuits. Ça, c'est ce qu'on fait sur pratiquement tous nos films. On essaye de le faire de façon intelligente à chaque fois. Voilà. Et puis, je laisse Cyprien faire les 2 derniers points. Oui, on voulait parler aussi de la nouvelle date de sortie, même si Vincent l'a déjà évoqué en début de présentation. Mais voilà, c'était pour redire simplement qu'on a vraiment confiance dans le film et on ne voulait pas précipiter la sortie à la réouverture des salles. On pense vraiment pouvoir atteindre les salles et le public, surtout le public jeune. Et on pense en tout cas qu'il y a besoin de beaucoup de temps de préparation pour pouvoir le faire. Plutôt que de sortir un film dans la précipitation, en tout cas, on veut prendre ce temps pour bien le travailler auprès de tous nos partenaires, des salles aussi, pouvoir mettre tous les événements en place, comme pourquoi pas les bingos, etc. Enfin, en tout cas, tout ça demande du temps et on pense que c'est important de le prendre. Et en dernier point, oui, on a évoqué les AVP de hors-piste et la tournée en France, mais on propose également les avant-premières sans équipe qui sont possibles. D'habitude, on a l'habitude de proposer des dates nationales d'avant-première sur nos films. Donc, on propose une journée pour pouvoir faire des avant-premières pour toutes les salles. Et cette fois-ci, on a envie d'être plutôt dans les compromis, surtout en cette période qui est un peu plus compliquée de trouver des dates, de pouvoir libérer de l'espace avec toutes les contraintes actuelles. Donc, on veut laisser un peu la liberté aux salles de pouvoir choisir leur date d'avant-première. Donc, on est prêt à discuter de ça ensemble, effectivement. Et donc encore une fois, ne pas hésiter de nous contacter pour essayer de travailler ça au mieux et de pouvoir rendre le film visible parce qu'on vous fait confiance aussi. On sait que vous connaissez votre public et on sait que vous-même, vous avez les connaissances pour choisir vos dates et les meilleurs moments pour présenter ces films-là d'ici la sortie, en tout cas.
Et c'est pour ça qu'on prend la parole vraiment ensemble aujourd'hui là-dessus avec les bookmakers, c'est qu'on n'est pas un service marketing à plusieurs kilomètres des bookmakers, on n'est pas deux entités, même si ce sont deux entités séparées en termes de nom, etc. On est dans les mêmes bureaux, on travaille ensemble. Si vous souhaitez faire des choses, on est là aussi au marketing pour vous soutenir sur la salle. Et on se parle beaucoup, on va avoir beaucoup de choses à mettre en place ensemble en fait dans ces prochains mois. Et ça, c'est assez important pour nous de faire ce travail-là et pas que simplement faire des affiches, des bandes annonces et vous les envoyer. Donc voilà. Et donc, on en est à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci aux arts. Belle présentation. Et on a donc deux jeunes ambassadeurs qui attendent depuis tout à l'heure d'entrer. Alors, c'est une super présentation, hein, vraiment beau travail, bravo. Les uns les autres, n'hésitez pas à les commenter. Et nous avons effectivement deux jeunes ambassadeurs. Je vais demander à Étienne de les faire entrer, Nils et Anthony. Accompagnés de Karine, qui vont nous dire aussi ce qu'ils ont pensé du film, s'ils ont pensé aussi de votre présentation. Je vais nous faire revenir là. Pendant ce temps, alors il y a eu des commentaires effectivement sur des phrases potentiellement cultes du film. Quelqu'un aussi qui demande à partir de quel âge ce film est visible. Oui. Parce qu'on nous dit, vous parlez de jeune public, mais on ne parle pas de jeune public, on parle de public jeune, ce qui n'est pas pareil. C'est vrai. Voilà, on tient à le préciser. Et alors, voilà nos jeunes ambassadeurs qui sont là. Bonjour. Pour répondre, 12 ans. C'est à partir de 12 ans. 12 ans, ouais. Parce que le film, comme je disais tout à l'heure, il y a des petites parties de genre qui sont un peu violentes. Donc voilà. Mais oui, en effet, quand je parle de jeunes, c'est entre 15 et 35 ans. Ouais. Là. Bienvenue à Nils et Anthony. Voilà. Alors, si vous pouvez nous dire, vous avez vu le film? Oui. Vous avez vu le film, vous pouvez nous en parler, dire comment vous l'avez, ce que vous en avez pensé? Oui. Moi, j'ai eu la chance en plus de le voir à Deauville au festival et vraiment sur le grand écran et c'était vraiment super. J'ai complètement adoré. C'était mon film préféré de tout ce festival. Je trouve que c'est admirable parce qu'il y a beaucoup de genres, beaucoup de choses qui se mélangent, beaucoup de bonnes idées d'idées très différentes qui se rencontrent. C'est un film de loup-garou dans les Pyrénées, dans le sud de la France, dans un petit village. Mais donc ça parvient à la fois et tout en fait, il y a tout un tas de registres dans ce film, il y a de l'humour aussi et tout se nourrit en fait pour développer tout, tout s'emboîte très bien et le film, c'est à la fois un film qui parle d'exclusion sociale, qui a un propos social fort et ça nourrit beaucoup le film le côté genre et ça lui donne un souffle vraiment nouveau et en même temps tout en regardant c'est un film de loup-garou qui réinvente complètement ce mythe et qui je pense aussi à la fin et tout, il y a une vraie force, il y a un vrai élan, c'est vraiment, il y a un côté fascinant dans la fin notamment, mais il y a une vraie progression dans le film, c'est un film qui a un vrai climax. Et le rapport, et c'est drôle et aussi en même temps, j'aime beaucoup que c'est un côté dramatique, en même temps ça parle de choses dures, le mal-être du personnage qui est métaphorisé par tout ce mal qui se passe son corps quand il rejette le loup-garou, c'est assez violent et c'est très bien géré en fait. C'est très fort. Voilà. C'est vrai qu'il y a une certaine métaphore un peu qui ressemble à Grave. Il y a beaucoup de gens qui nous ont comparé à Grave parce que il n'y a pas beaucoup de films de genre en France et que le dernier qui a à peu près marché c'était celui-là il y a 3 ans. Mais et sa place dans la société. Oui, c'est ça. Oui. Personnage qui passe pas son bac, et ça paraît un peu bête à dire, mais c'est rare quand tu fais un film pour l'adolescence, ils sont toujours lycéens comme ça, et non, là non, et il y a une vraie originalité, c'est vraiment un personnage, en même temps, et c'est un personnage où il y a une identification qui se peut faire à tous les jeunes, donc c'est fort aussi, ça, je pense aussi à la scène où il y a la soirée,
chez ceux qui passent leur bac, qui fêtent leur bac et tout. Enfin, il y a un truc très fort aussi dans cette scène. Donc, ça montre toutes les thématiques. Il y a aussi le salon de massage et sa patronne qui est un peu, qui a des mauvais rapports avec lui. Enfin, ça brosse tout un tas de sujets très bien, en fait, enfin, qui sont très d'actualité. Mais en plus, oui, c'est vrai qu'il y a la professeur Graham, notamment dans ce rapport au corps, en fait, violent, mais en même temps, ça rajoute vraiment quelque chose au niveau du côté décalé, humour un peu, qui est vraiment, c'est pour ça que j'aime beaucoup toute la campagne, un peu, elle retranscrit vraiment ce côté un peu décalé. J'aime beaucoup aussi l'affiche, la première, là, avec la main du loup-garou, mais tout ce que je trouve ça dit, c'est vraiment une bande-annonce enfin, toute la campagne retranscrit très très bien toute l'atmosphère du film. En étant un peu plus dans l'humour, mais en même temps c'est bien parce que comme le film est au début plus dans l'humour, ce serait un peu, si on accentuait trop sur le dramatique, ça serait un peu en dire trop, donc c'est bien en fait. Ça, on en parle un petit peu, mais on ne sent pas trop parce que ça c'est la découverte qui va se faire en salle, et c'est bien ça aussi, je trouve, dans toute cette campagne, qu'il y a encore réserve des surprises quand on voit le film, je pense. Et puis je confirme juste que oui, les jeux du loup-garou, tout le monde connaît, hein, franchement. Moi, je pense que j'ai joué, enfin, dès dans les trucs de colo, dès qu'il y a des voyages en transport, tout le monde y joue tout le temps. On a des jeunes ambassadeurs qui veulent organiser un loup-garou géant grâce à vous, donc voilà. C'est inspirant. C'est inspirant. Super, alors on a perdu Anthony, je sais pas, je crois qu'il a un problème petit problème de... Il y a des problèmes de connexion, mais je crois que tu avais recueilli peut-être quelques propos d'Anthony. Merci Nils pour tes mots sur le film, parce que c'est tout à fait ce qu'on pense en fait, parce que là on parle beaucoup professionnel, on parle beaucoup marketing, tout ça, ou programmation. Mais avant tout, on est aussi des jeunes fans de ciné et qui voient ce film et qui l'adorent et qui avaient envie de le soutenir parce que il y a quelque chose d'assez frais, il y a quelque chose d'assez nouveau et puis un plaisir à prendre devant ce film parce que tu parlais justement de la dureté de certains passages, mais faut pas oublier, c'est pour ça qu'on a voulu l'anglais là-dessus, c'est que c'est aussi un plaisir d'aller au cinéma et que c'est un plaisir de voir un film qui parle de choses dures mais avec une certaine bienveillance. Donc voilà. Oui. Puis, la mise en scène aussi, qui est, je trouve, vraiment d'une inventivité. Tous les plans sont toujours très originaux et très beaux. Je trouve, j'ai parlé tout là l'histoire, mais même au niveau de la mise en scène, c'est vraiment super. Ça crée vraiment ce côté. Il y a une vraie maîtrise du côté un peu des dans la place du personnage, dans le cadre, tout ça, un côté décalé. Enfin, ça joue très bien sur le côté humour. Et en même temps, ça rejoint un peu le film de genre et ça a vraiment une atmosphère visuelle très forte qui construit aussi. Et donc oui, c'est vrai qu'Anthony m'avait parlé, il pensait peut-être à organiser des séances avec les lycées, peut-être contacter parce que ça peut faire des projections un peu débat comme ça. Voilà. Et puis oui, c'est vrai que... Pardon, vas-y Nils, je t'en prie. Ah non, sinon j'avais... Pardon, je t'ai coupé. Non, je voulais juste te dire que j'ai reçu quelques remarques aussi des autres jeunes ambassadeurs qui sont vraiment convaincus de toute la stratégie marketing, qui ont vraiment été très touchés par tout ce qui a été présenté. Donc, ça a l'air de faire mouche, en tout cas, sur ce groupe-là. On est super contents. Nous aussi. S'il y a des personnes qui veulent encore vous poser une ou deux questions, on a encore 1 minute, parce qu'on va bientôt clôturer cet atelier des sorties qui a pris 30 minutes de retard. On parle beaucoup. Non, mais c'est pas vous, c'est toujours comme ça en fait. Voilà, on aime bien nous s'attarder, prolonger, prendre le temps, vous laisser parler. On est bien ici, moi je trouve. Oui, c'est bien. Il fait un petit demi-heure de plus. Ouais, la prochaine fois, il faudra venir. Et les participants sont toujours avec nous, donc ce que vous leur dites les intéresse. Merci. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, c'est ça. Les bookmakers sont disponibles pour vous. Nous, on est dispo pour vous aussi.
marketing, si vous avez n'importe quelle question. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la proximité entre nous, elle est vraiment là. Et donc, n'hésitez vraiment pas si jamais il y a besoin. Et moi, j'en profite parce que ça sent un peu la fin et parce qu'il va quand même falloir les manger pour vous remercier à tous de nous avoir écoutés. C'est cool. Et merci aux ARC, au SCAR et au Sommet d'avoir été là. Merci à l'ACID et merci à tout le monde. Merci à vous. Beaucoup à vous. Il y a Michael Miller qui rappelle qu'il y a un intérêt de la part du prix Jean Renoir des lycéens et que vous attendez toujours leur retour pour voir si le film peut concourir. Oui, alors pour info là-dessus, on est en lice déjà pour La Nuée. Donc il y a déjà des lycéens qui travaillent sur La Nuée et du coup on attend de voir pour Teddy aussi. Super. Et moi, j'en profite pour adresser un salut amical aussi aux équipes de KNBO, des bookmakers et des jokers, voilà, de la part de l'ACID. Super. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette super présentation et aussi à l'équipe de KNBO qui vous a précédé pour cet atelier. J'espère que ces deux films rencontreront beaucoup de succès et rencontreront ce public que vous recherchez avec tout ce que vous mettez en œuvre. En tout cas, je veux bien que vous me teniez au courant un peu du détail et des retours que vous avez. Les uns et les autres, n'hésitez pas aussi à faire des retours aux distributeurs. C'est important de les appeler et de leur faire part de vos impressions sur les films quand vous aimez, quand vous n'aimez pas. Et surtout, n'hésitez pas à leur demander si vous voulez mettre en place des choses. Ils sont là pour ça. Voilà. Donc, merci à toi aussi, Anne. Avec plaisir. L'organisation de ce sommet. Plaisir. Je rappelle que cet après-midi, il y a notre dernier live. Le tout dernier, on en a fait une dizaine de rencontres en ligne. Et ce dernier live, ce n'est pas n'importe lequel, puisqu'on aura Jeanne Roger qu'on aime beaucoup, avec JHR, qui viendra avec Lina Swalem et son père, Zinedine Swalem, pour présenter le film de Lina. On aura l'équipe du Lac Distribution qui est déjà venue là au sommet et qui revient pour le film des Frères Nasser. Les Frères Nasser, c'est ceux qui avaient débarqué dans la salle de LFKA à Cannes en 2015 pour dégrader avec une grosse barbe et qui venaient de Gaza et qui avaient un peu surpris tout le monde. Donc là, ils reviennent avec ce film Gaza, mon amour. Ils seront là pour vous le présenter avec Michel Zana et Nina Kawakami. Et enfin, on accueille les films du Losange. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu un film des films du Losange au sommet, donc on est super content de les avoir aussi. Il y aura Régine Vial en personne avec Grégory Petrel et la réalisatrice Amandine Gay. Donc c'est le dernier, on compte vraiment sur vous pour votre présence et c'est à 15h. Voilà. Et l'apéro du sommet jeudi soir, vous aurez des nouvelles, réaction au show après l'intervention de notre Premier ministre. Voilà. Merci encore Anne, Étienne et Béatrice. On était ravis en tout cas de participer à l'ACID et puis voilà, de faire profiter de cette très très belle expérience à nos jeunes ambassadeurs. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Karine et merci aux ambassadeurs et ambassadrices. À très bientôt. À très vite. À très bientôt. Salut. Au revoir.